Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous demander de me répondre dans le chat si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de problème de connexion. A priori non, j'ai testé. Voilà. Écoutez, c'est parfait. On va partager aujourd'hui une question d'importance sur la posture de coach. Et est-ce qu'il s'agit d'une posture et dans quel cas il peut s'agir d'une imposture pour jouer sur les mots. Posture ou imposture, that is the question. Vous aurez reconnu notre ami Shakespeare qui nous fait un clin d'œil sympathique au travers du temps. Alors je vais commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 45 minutes à partager ensemble sur cette grande question. On va dans cette masterclass partager 3 coups de projecteur qui sont quels sont les risques d'imposture en coaching. On va parler d'un point crucial pour bien ajuster sa posture et puis on parlera un peu de se perfectionner à la posture de coach. En ce qui concerne le premier point, donc on est forcément toujours un peu suspecté d'être des imposteurs, les coachs. Et pourquoi? Parce que, imaginez ce genre de consultants experts qui sont experts de rien du tout, qui ne donnent pas de conseils, qui ne font pas d'apport, qui préparent, faut dire, pas grand-chose non plus avant la rencontre avec leurs clients, que ce soit en coaching d'équipe ou en coaching individuel, qui fournissent pas de compte-rendu de ce qu'ils font au prétexte, si je puis dire, de la confidentialité et qui facturent quand même assez cher. Alors, il y a de quoi se dire, mais qui sont ces oiseaux-là? Eh bien, ces oiseaux-là, c'est nous, c'est les coachs. Alors, est-ce qu'on est des vrais experts de quelque chose d'un peu mystérieux qui fait une sorte de magie et qui crée un effet fort pour les clients, auquel cas ils s'en foutent qu'on soit dans une posture ou dans une autre, tout ce qui les intéresse, c'est l'effet? Ou est-ce qu'on est des amateurs, pas forcément très crédibles, comme ce brave type à bretelles, dont on ne sait pas trop ce qu'il est en fait? Donc, nos clients sont des gens, entre guillemets, sérieux, qui pensent toujours le ROI, c'est-à-dire le Return on Investment, la rentabilité de ce qu'ils font, du temps qu'ils passent et de l'argent qu'ils investissent. Et en plus de ça, ils ont une culture d'experts. Ils sont devenus directeurs de ceci ou directeurs de cela, bien souvent pas parce que c'était des managers excellents, mais parce que c'était des experts de grand niveau. Et puis ensuite, ils ont développé du management et ils sont éventuellement devenus des managers expérimentés et experts. Ce qui fait qu'ils attendent chez leurs interlocuteurs qu'ils payent relativement cher le même niveau de consistance. Et quand on pose que des questions, c'est pas évident de démontrer sa valeur ajoutée. Donc on est forcément un peu suspecté quelque temps par les gens qui ne connaissent pas le coaching, par les gens qui débutent un coaching, d'être soit des experts qui se déguisent, parce qu'ils sont plus malins, alors ils ne veulent pas dire qu'ils sont experts, mais en fait ils le sont. C'est pour ça que certains clients vous disent « Non, mais allez, tu peux bien me dire, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai bien compris, tu n'es pas là pour me donner des conseils, mais si tu m'en donnais un quand même. » Voilà, il y a quand même cette attente de la part du client, au moins au début, que le coach puisse prendre fait et cause pour le client et lui donne des avis, des conseils, des recettes, etc. Souvent, les gens commencent leur séance en disant « Je voudrais que tu me donnes quelques tips ». Quelques petits trucs, quelques petits indices, quelques petites recettes, voilà, ce qui est absolument pas du coaching. Mais bon, dans leur esprit à eux, c'est ça le coaching. Après tout, le coaching, c'est celui qu'ils ont acheté. Hein. Et alors, c'est celui que leur a prescrit leur RH. Mais pour autant, eux, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus, qu'il y a une sorte d'ambiguïté sur la posture de coach. Ils s'attendent à trouver des gens qui sont câblés comme eux. Or, si justement nous sommes coachs et que nous ne sommes pas câblés comme eux, nous venons du monde de l'entreprise, bien souvent, en tout cas du monde opérationnel, mais on a quitté le monde de l'entreprise, sauf quand on est coach interne, mais on a quitté le monde de l'opérationnel, quoi qu'il en soit, pour être des accompagnateurs. C'est plus nous qui produisons directement, alors sauf la prestation de coaching, c'est nous qui la produisons, on est devenus des techniciens d'une autre prestation, et on est devenus en fait des experts du coaching, mais on n'est pas du tout des experts du business, du marketing, du contrôle de gestion, de la finance, de la logistique, alors qu'on accompagne tous ces gens-là. Donc, en fait, nous sommes câblés différemment. Les experts écoutent eux aussi
leurs interlocuteurs, mais ils écoutent ce qu'ils disent. Tandis que nous écoutons ce qu'ils ne disent pas. Je dis ça un peu pour plaisanter, mais nous écoutons comment ils disent ce qu'ils disent. Et ça, c'est très différent. Et ça frise avec l'impertinence, parce que quand quelqu'un dit un truc intelligent et qu'au lieu d'écouter ce qu'il dit, on écoute comment il le dit, ça peut agacer un peu. On dit, attends, arrête de faire ton coach, écoute ce que je te dis. Je suis en train de te dire important, je suis en train de te dire un truc important et sérieux. Me dis pas que j'ai fait des phrases comme ci ou que j'ai posé des questions. Je m'en fous de ça. J'ai besoin que tu comprennes ce que je te dis. Ça, c'est souvent. Alors, les clients ne parlent pas comme ça, heureusement. Hein. Ils ne sont pas tous comme je serais si j'étais client, et heureusement pour la profession. Mais ils ont quand même ce réflexe à l'intérieur d'eux-mêmes, parfois. Donc, c'est ça tout l'enjeu de ce titre posture ou imposture de coach. Le truc, c'est que quand un client sollicite un coach sur un sujet, c'est qu'il a un problème avec ce sujet. S'il n'avait pas de problème, il parlerait d'un autre sujet où il a un problème. Donc tous les problèmes, tous les sujets évoqués par des clients sont des sujets qui posent problème aux clients. Et quand le client a un problème, c'est exactement comme quand il cherche ses clés et qu'il ne les trouve pas. Parce que quand il les cherche et qu'il les trouve, il n'y a pas de problème. Et il n'en parle pas à son coach. Quand en revanche, il cherche la solution et qu'il ne la trouve pas, voilà un problème qu'il va évoquer en coaching. Et alors, ce qu'il fait, le client, et quand nous sommes dans sa position, nous faisons souvent la même chose, on cherche nos clés là où il y a de la lumière et non pas là où elles sont. On cherche nos clés là où on pense qu'elles sont, là où on imagine qu'elles sont peut-être. Autrement dit, nous restons dans l'espace problème. Nous restons confinés dans les mêmes sillons cognitifs. On reste avec les mêmes méthodes, avec la même logique qui a créé le problème. On ne change pas de niveau logique la plupart du temps. C'est justement à ça que sert le coaching, à nous faire changer de niveau logique pour voir ailleurs ce que nous ne voyions pas quand on regardait toujours au même endroit. Du coup, évidemment, notre boulot, ce pourquoi on nous paye, même si le client ne le sait pas toujours, c'est de décaler le regard du client pour qu'il regarde ailleurs que là où il regarde et surtout autrement que de la manière où il regarde actuellement. Parce qu'on vient de le dire, le problème que rencontre le client vient en très grande partie de la manière dont il considère sa situation et dont il se considère ou dont il ne se considère même pas dans la situation. Souvent, le client se sent impuissant face à quelque chose qu'il dépasse, alors que c'est quelque chose qu'il a en partie généré, en tout cas qu'il a permis qu'il survienne, et en tout cas qu'il entretient par la manière dont il interagit avec les interlocuteurs, avec la situation. Et ça, c'est difficile à comprendre, et c'est difficile à admettre. Je veux dire, vous avez un enfant qui a un accident, vous dites c'est vraiment pas de ma faute, c'est pas moi qui conduisais le bus qui l'a renversé, c'est pas moi qui regardais ailleurs quand il a traversé, ce petit crétin. Et donc, s'il a un accident, c'est pas de ma faute. Donc, je cherche des solutions alors que je suis impuissant puisque je ne suis pas dans la situation. Tout l'enjeu du coaching, c'est de lui faire prendre conscience que, évidemment, c'est pas lui qui conduisait le bus et c'est pas lui qui a regardé ailleurs, mais dans la mesure où il est impliqué, il a une action possible. Et si le problème, c'est pas que l'enfant ait été renversé, le problème, c'est les conséquences que ça a. C'est la manière, c'est l'impact émotionnel que ça a sur la famille, c'est les conséquences sur sa vie, etc. Et ça, c'est une question de regard en grande partie. Et ça, on peut le changer, à condition que le client accepte de reconnaître la part de responsabilité qui est la sienne. Il n'est pas responsable de tout. Il n'est pas responsable du fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas sur le pique-nique, mais il est responsable de la manière dont il interagit dans la situation, alors même qu'il pleut et qu'on a prévu un pique-nique. Eh ben, s'il se dit « ah là là, c'est très grave, ma vie est foutue », il est responsable de la souffrance que cette attitude engendre. Si par contre il se dit « bon, bah écoute, il pleut, on va faire le pique-nique au salon, ou alors on va aller au restaurant, ou alors on va pas faire de pique-nique, on le fera demain », eh ben, dans ce cas-là, il est responsable de ces autres solutions qu'il voit, au lieu de se lamenter au cœur du problème. Voilà. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle penser out of the box. Et c'est notre travail à nous d'aider nos clients à aller regarder des solutions là où ils ne les regardent pas. Eux, ils pensent à l'intérieur du problème parce qu'ils ont les deux pieds dans la situation et les deux yeux rivés sur le même angle ou axe. Eh bien, on va les faire regarder au-delà de leur point aveugle et aller balayer au-delà de leurs angles morts. Donc, notre métier,
c'est vraiment de faire changer de perspective pour que le client ouvre son cadre de référence. Et pour ça, il faut un peu qu'il change d'attitude. Il faut qu'il change de posture lui-même. Et donc, on va beaucoup travailler sur la posture de nos clients, nous, coachs, qui adoptons et devons adopter une posture assez singulière pour faire ça. Si on avait la même posture symétrique du client, on ne pourrait pas le faire changer de posture, parce qu'on serait entre nous avec une sorte de connivence sur la même posture. Il faut qu'on ait une posture différente du client pour que ça l'interpelle et qu'il soit amené ainsi à changer lui-même de posture. Alors, ce changement de posture qu'on opère chez nos clients, il suppose une bonne dose d'impertinence. Quelque part, vous avez, comme on le disait en introduction, le client est souvent un expert qui compte sur un retour sur investissement et qui s'attend de votre part, de notre part, à, bien souvent, même s'il n'en est pas conscient, à du conseil, à une prise en charge, à une prise en main, à du support. Or, on n'est pas là pour prendre en charge la séance, on n'est pas là pour donner des conseils, on est expert de rien du tout, hein, ce que je vous disais en intro, mais je le dis pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et du coup, on est un peu comme ce personnage énigmatique dans le jeu de cartes, qui a un peu toutes les fonctions, il peut remplacer n'importe quelle carte, et puis c'est l'atout suprême, on va dire, dans le jeu, qui donne de la liberté dans le jeu. C'est ça un joker. Eh bien, nous sommes à l'image du joker dans un jeu de cartes, nous sommes cette personne qui a une sorte de grelot, de chapeau à grelot, un habit étrange. Alors, on n'est pas forcément habillé étrangement, hein, mais on a une autre philosophie de vie. On a quitté le salariat, on a quitté l'opérationnel, on a quitté le management. C'est plus nous qui produisons la performance, nous accompagnons ceux qui la produisent. Alors souvent, on est en libéral. Alors on peut travailler dans un cabinet comme salarié, on peut être coach interne, mais de toute façon, on est dans cette posture. Et du coup, on a un regard décalé. On n'est plus dans le même rythme que nos clients, qui sont pressurisés comme des citrons, qui travaillent à fond dans des enjeux politiques et stratégiques, alors que nous, la politique et la stratégie, ça concerne nos clients, mais ça ne nous concerne pas nous directement, dans notre petit cabinet à 3 collègues ou tout seul. Il n'y a pas d'enjeu politique dans notre manière de travailler avec nos clients. Il n'y a pas d'enjeu stratégique non plus. Il y a un enjeu de ici et maintenant. Je t'accompagne de mon cœur à ton cœur avec le maximum de pertinence pour être le plus juste possible dans ma posture de coach, qui n'est pas une posture de neutralité, mais qui est une posture fondamentalement positive, qui vise à te donner du retour positif et fondamentalement impertinente, qui vise à te sortir de tes croyances. Alors, bon, ça peut étonner un instant le client qui n'est pas encore bien au courant de qu'est-ce que c'est qu'un coach et comment ça marche. Alors évidemment, on ne vient pas en Bermuda avec une chemise à fleurs et puis un chapeau, un sombrero, mais pour certains clients qui sont extrêmement focus sur le côté sérieux du business, eh ben, voir notre côté, qui est une sorte de déformation professionnelle. On a appris à penser autrement. On a appris à regarder ailleurs. On a appris à ne pas s'intéresser aux faux problèmes. Nos propres problèmes ne nous intéressent déjà pas. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse aux problèmes des autres? On ne s'intéresse pas à leurs problèmes, on s'intéresse à leurs solutions. Nous sommes des experts du passage de l'orientation problème à l'orientation solution. Donc, on n'est pas crédible aux yeux d'un client, puisqu'on n'est pas catastrophé par le problème. Il n'y a rien de tragique pour nous. D'abord, ça ne nous concerne pas directement. Puis des cas comme ça, on en a vu 1000. On en a connu nous-mêmes un certain nombre. C'est pour ça qu'on a quitté le truc, parce qu'on s'est dit, ça va bien, les conneries. Un matin, je vais faire quelque chose qui a vraiment du sens, plutôt que de courir dans la roue du hamster, dans le struggle for life. Alors, vous le savez bien, quand on est coach, il y a aussi du struggle for life, parce qu'il faut trouver des clients. Et puis quand on en a, il faut produire, et ça fait encore une petite roue du hamster. Mais ça n'a plus rien à voir quand même, c'est plus du tout la même proportion. Quand vous avez des membres, des cadres dirigeants d'un grand groupe du CAC 40, vous rendez compte de la pression qu'ils endurent. Ils ne se rendent plus compte, ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, ils trouvent ça normal. Sauf que c'est pas normal. Et enfin, c'est pas normal. C'est pas sain et c'est quand même exceptionnel. Pas normal dans le sens, c'est rare par rapport aux autres gens. Alors,
c'est vrai que quand on a, alors excusez-moi pour la photo, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui tient un miroir, mais c'est plus joli de mettre un petit enfant parce que le petit enfant, il tend un miroir. Le coach tend un miroir à son client, comme il se regarde dans le miroir en même temps, et il y a quelque chose d'enfantin, je ne dis pas de puéril, mais il y a quelque chose de naïf, de frais, de toujours neuf dans la qualité de l'instant présent, dans l'enracinement, dans la relation et dans mes sensations corporelles. Un peu comme un enfant, je découvre chaque client comme si c'était le premier client au monde. Je découvre chaque séance comme si c'était la première que je faisais avec celui-là ou celle-là. Et chaque séquence de la séance, et on remet la partie en jeu. Le client vient vous voir en disant j'ai 3 sujets, je vais passer 20 minutes sur le premier, 10 minutes sur le second, et puis si on peut passer un peu de temps sur le troisième, ça m'arrangera bien. Eh bien, on vient de faire une très bonne première séquence, le client dit super, allez, passons à la seconde. Eh bien, dès lors que la seconde séquence commence, j'efface tout et je recommence. J'offre ma disponibilité, j'offre ma bienveillance et j'offre mon impertinence, c'est-à-dire mes questions décalées, mes feedbacks, etc. Parce que je remets sur le tapis, je remets en jeu, comme si on rebrassait les cartes et on refaisait une partie. Voilà. Donc il y a quelque chose de frais, de toujours neuf dans le coaching, qui fait que quand les clients nous disent bon, pourquoi je devrais vous choisir vous plutôt qu'un autre? Quel est votre programme? Quels sont vos outils? Quelles sont vos méthodes? Moi, je réponds, je suis bien embêté, j'ai pas de méthode, j'ai pas d'outils, etc. Je ne peux pas vous dire. Je peux vous raconter des cas de coaching qui ne vous concernent pas parce que ce n'est pas de vous dont il s'agit, mais ça peut vous inspirer. Je peux vous dire que j'ai 3-4 outils, bien sûr, mais l'outil principal, c'est moi. C'est mon écoute, c'est mon cœur. Et mon cœur et mon écoute, elles ne servent à rien si vous n'êtes pas en face. Donc mon outil, c'est vous. Je vais m'adapter à vous. Alors il y a des clients qui disent ah ouais d'accord, et puis d'autres qui disent bof. Moi je préfère le coach là qui a les petites lunettes et puis qui me dit on va faire un 360 et puis on va faire première séance, deuxième séance, troisième séance. Ce qui n'est pas du coaching. C'est un programme de formation sur mesure dans lequel il n'y a plus rien d'émergent, il n'y a que du préformaté comme on trouve parfois dans les plateformes de coaching où on met une pièce et puis on tire sur le machin et on sort le paquet de chewing-gum. C'est pas du coaching tel qu'on l'entend dans les fédérations de coaching, du coaching de haut niveau. C'est pas l'accompagnement d'un travail que la personne fait sur elle-même. C'est tout l'inverse. C'est la prise en charge de quelqu'un qu'on fait passer dans un programme préformaté en lui faisant des apports, des exercices, des apports, des exercices, un petit compliment, puis une petite claque sur les fesses pour le stimuler. Et voilà, et le client sort là tout content en disant « Ah, j'ai eu un bon coaching ». Ouais, sauf que ce n'était pas du coaching. Le coaching, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est beaucoup plus subtil. Et c'est beaucoup plus performant que ça, surtout. Alors, il faut qu'on soit capable de proposer un miroir à notre client qui ne le déforme pas, mais qui le fait voir derrière lui. Et alors là, l'image n'est pas tout à fait appropriée, parce que vous savez, c'est ces miroirs déformants qu'on trouve dans les fêtes foraines, là, où vous paraissez tout gros, tout petit, tout grand, tout mince, etc. Bon, il fallait bien mettre une photo, et j'ai trouvé celle-là. Mais quand on tend un miroir, on va dire, bah, dis donc, on te paye cher pour tendre le miroir? Oui, oui, très cher, justement, parce que c'est difficile, et parce que c'est très ingrat. Parce que d'abord, je ne peux pas démontrer ma valeur autrement qu'en faisant mon petit travail. Je ne peux pas le dire avant. Et quelque part, je n'ai pas le droit de le dire après parce que c'est confidentiel. Donc toi, prescripteur RH, il faut que tu vois sur mon front qui a marqué coach, comment dire, de qualité, et que tu me fasses confiance. Parce que toi, tu ne verras jamais le début d'une séance que je vais faire avec les gens que tu vas me prescrire. Donc il faut que le RH il sente dans l'entretien qu'on a avec lui, l'entretien de référencement avec elle, il faut qu'il sente qu'on a un échantillon de coaching sur nous. Et ce n'est pas en montrant tous nos outils dans notre boîte à tests de personnalité et autres billevesées qui n'ont rien à voir avec le coaching, qui sont de très bonnes choses pour le recrutement, pour l'assessment ou pour ce que vous voulez, mais pas pour le coaching. De là à dire qu'on ne puisse pas s'en servir de temps en temps, non. Pourquoi pas faire un test de personnalité? Pourquoi pas faire un 360 et le débriefer ensemble et que ça puisse faire un bon départ au coaching? Mais ceux qui disent, moi le coaching, je fais toujours ci, toujours ça, eh ben, ils font toujours autre chose que du coaching. À mon avis. Excusez-moi si vous êtes dans ce cas-là, je ne veux pas vous insulter, vous êtes désagréable, mais je veux dire que le coaching, ça se pratique à main nue. Ça se pratique de cœur à cœur.
Notre expertise à nous, c'est pas d'analyser les résultats d'un 360, c'est pas d'analyser quoi que ce soit, c'est d'écouter dans ce que dit la personne, au-delà des contenus de ce qu'elle évoque, ressentir ce que ressent le client, comprendre qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle croit vrai pour qu'elle s'enferme toute seule dans l'espace problème, qu'est-ce qui va se jouer pour cette personne dans cette situation, quels sont ses enjeux objectifs, mais également subjectifs, narcissiques et autres, et comment ça va impacter, y compris notre relation de coaching au cœur de la séance, et comment je vais lui montrer ça par des reflets systémiques que je vais lui faire voir, avec une position qui permet de faire ça, où il faut de la confiance, il faut de la position basse, il faut beaucoup de perspicacité, de pertinence et d'impertinence. La pertinence, c'est pour repérer les choses, l'impertinence, c'est pour savoir le montrer, parce que ça sort le client du champ ordinaire de sa pertinence habituelle. Hein. Et là, il va vraiment pouvoir voir les choses autrement, il va vraiment voir la forêt derrière l'arbre. Vous savez, quand on dit on a la tête dans le guidon, donc on manque de recul, eh ben, aider un client à prendre du recul pour qu'il voit la route et pas simplement le guidon, l'aider à voir que derrière cet arbre qui cache la forêt, il y a justement une forêt, la forêt de ses émotions, la forêt de ses tabous, la forêt de ses préjugés, la forêt des peurs qu'il a d'être je ne sais pas quoi, pas à la hauteur ou autre. Et on va travailler sur cette peur de ne pas être à la hauteur, sur cette peur d'être jugé, sur cette émotion de colère qui n'est pas assumée. Tout ce qui est derrière l'arbre, on va le travailler toujours avec la même manière. Et ça va vraiment être impactant. Mais ce n'est pas un test de personnalité ou je ne sais pas quoi. Mais je ne suis pas là pour vous dire que les outils ne sont pas intéressants ou mal faits ou pas utiles. Je dis qu'ils sont très bien faits la plupart du temps, qu'ils sont très utiles pour d'autres métiers que les nôtres. Et que marginalement, dans les nôtres, si un client vous dit « Tiens, j'ai fait un 360, tu veux le regarder, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous n'allez pas lui dire « Va des rétro Satanas, ça ne m'intéresse pas tes outils. » Vous allez regarder gentiment et puis vous allez passer à autre chose. Vous allez poser 3-4 questions. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer, après avoir dit ce que je vous ai dit, on pourrait même imaginer un coach très compétent qui travaillerait systématiquement à partir de 360. Ce n'est pas impossible non plus. Mais je dis qu'il n'y en a pas systématiquement besoin. Enfin, celui qui en éprouverait le besoin, après tout, s'il travaille là-dessus en supervision et qu'il se trouve bien d'utiliser un outil, moi, j'y vois aucun inconvénient. Simplement, il ne s'agit pas d'analyser le 360 ni le test de personnalité. Dans le vrai coaching, il n'y a rien à analyser, il n'y a même rien à comprendre. Il y a à faire en sorte de décaler le client pour qu'il voit ce qu'il ne voit pas, y compris si lui-même ne comprend pas. Il n'y a pas besoin de comprendre pour mettre en œuvre des solutions. À tout le moins, il faut comprendre de quoi il s'agit, de quelle solution il s'agit et comment la mettre en œuvre. Mais ça, ce n'est pas de la compréhension, si vous voulez, c'est de l'intelligence tactique. Il n'y a pas besoin de comprendre comment avoir un accident pour ne pas en avoir. Il suffit juste de bien conduire. Il n'y a pas besoin de se droguer pour savoir comment se défaire d'une addiction pour être sobre. Il suffit de ne pas consommer de drogue. Voilà. Enfin, c'est un peu bête ce que je vous dis, mais c'est aussi simple que ça, la vie. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être expert du problème pour être expert d'une vie saine. Vous vivez heureux, vous êtes joyeux, il n'y a pas besoin d'avoir connu des tristesses infinies pour dire « Ah, le bonheur, j'en connais un rayon, j'ai souffert toute ma vie ». Non. Par contre, contrairement à ce que je viens de dire, avoir connu quelques échecs dans notre vie, ça nous crée quelques rides, ça nous crée un peu de consistance et ça nous permet d'avoir plus de compassion, ça nous permet d'être moins arrogant dans notre manière de coacher. Vous savez, un fou du roi, un joker, avec son petit chapeau, là, c'est impertinent. Et du coup, ça pourrait être un peu arrogant. Et ça, ce ne serait pas juste. Parce que les souffrances de nos clients, même quand elles sont issues de faux problèmes et de trucs qui s'inventent eux-mêmes en partie, mais pas que, même quand c'est en partie inventé par eux-mêmes, eh ben, ça mérite tout notre respect, toute notre compassion. Et pour ça, faut s'être retrouvé dans la situation et avoir un peu souffert. Et du coup, comme on n'est pas que des couillons, on comprend un peu le process de la souffrance, on comprend un peu le mécanisme qui permet d'en sortir. Et c'est à ce titre-là qu'on a un peu de légitimité pour accompagner nos clients parce qu'on est un peu passé par là où ils en passent. Bon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'ai à vous dire que il faut que je branche mon alimentation, sinon on va être coupé. Je vous demande une petite seconde, je vous abandonne un instant chercher mon fil.
Voilà, je suis de retour. Pardonnez-moi cet intermède. Est-ce que je vais y arriver? Ok, on ne sera pas coupé. Donc le fil s'est foutu autour de ma cheville et c'est très bien. Voilà. Donc je suis avec vous. Si on n'a pas ce regard impertinent, on se retrouve un peu comme deux grosses bestioles enfermées dans l'espace problème et on est bien avancé. Alors, l'excès de compassion pourrait amener là. On dit ah oui, je comprends, oh là là, qu'est-ce que ça doit être dur. Et on s'enfonce dans l'espace problème émotionnellement avec le client. Donc de la compassion, oui, mais une certaine distance tout de même. On n'est pas en train de dire toi, tes problèmes, je te tiens à distance, moi je suis le coach, je rentre pas là-dedans. On ne dit pas ça. On dit je comprends intimement ce que tu vis. Quand je dis je comprends, je ressens intimement ce que tu ressens. Non pas parce que je l'ai vécu, mais parce que je vois ta peine, je vois ta difficulté, je vois ton embarras, je vois ta honte, et elle fait écho en moi. Il y a un écho. Moi aussi j'ai mal à la tête quand tu me parles de ça, moi aussi j'ai mal au ventre, ça me révolte ce que tu me racontes, de ce que tu as vécu. Alors ça va permettre d'accompagner le client dans l'espace problème, et le recul qu'on a avec notre petit chapeau à grelots va le permettre de le sortir de l'espace problème. Bon, alors je vous avais promis trois focus. Le premier, c'était pourquoi est-ce qu'on passe pour des guignols et qu'on nous soupçonne d'imposture. Le deuxième, c'est comment on peut ajuster justement notre posture pour être des coachs performants. Alors, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir sur nous un petit échantillon de ce que c'est que le coaching. Autrement dit, on vient de le dire, c'est bien d'avoir un peu d'expérience de la vie quand on accompagne des gens dans leurs expériences de vie. C'est bien d'avoir déjà bénéficié de coaching soi-même, d'être supervisé, d'avoir fait un travail un peu en psychothérapie éventuellement, en tout cas du travail sur soi. Il n'y a pas que la psychothérapie et encore moins que la psychanalyse pour faire du travail sur soi. Quoi qu'en pensent les gens de la psychanalyse qui estiment que, hors la psychanalyse, tout ça c'est de la bêtise, moi j'estime qu'on fait un travail sur soi très profond également, dans toutes sortes de pratiques corporelles par exemple, dans l'analyse l'analyse, le travail sensible sur les synchronicités, sur les rêves, etc., qui n'est pas forcément l'apanage exclusif des psychothérapeutes. Je dis ça en passant, mais cependant que la plupart du temps, on n'échappe pas à la règle, on a des petits bobos de notre enfance, voire des grands traumatismes, et qu'il n'y a aucune raison qu'on soit les cordonniers les plus mal chaussés. Au contraire, on doit être exemplaire, on doit être aligné, et donc il faut avoir nettoyé nos lunettes. Quand on tend le miroir au client, autant que le miroir soit propre, si vous voulez. Or, le miroir que l'on tend, c'est notre cœur, c'est notre écoute, c'est notre réceptivité. Si on est tellement pris dans des problèmes qu'on est, sans s'en rendre compte, dans le jugement, dans l'interprétation, dans le transfert, on ne peut pas repérer les choses avec clarté en nous-mêmes et les exprimer avec clarté pour le client. Donc, il faut avoir travaillé sur soi et probablement, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi et je ne m'en suis pas porté plus mal, faire un certain nombre d'années de travail en psychothérapie. Et puis évidemment, il faut de la supervision. Je dois tout vous dire, hein. Enfin je dois tout vous dire, non, je ne dois vous dire rien du tout, mais j'ai envie de vous dire que la psychothérapie ne m'a pas apporté grand-chose, mais ça c'est moi, hein, j'en connais à qui ça a apporté énormément. Par contre, la supervision m'a beaucoup apporté, parce que c'était vraiment le format qui me convenait. Le côté détendu, joyeux, et le côté on focus sur des situations concrètes. Quant à l'élaboration intellectuelle, ça va, j'ai besoin de personne. Et puis, le travail émotionnel, je le fais avec quelqu'un en qui j'ai confiance, qui peut être un psy, mais en l'occurrence, pour moi, ça a été dans la supervision. Voilà. Alors, être crédible en tant que coach, être dans la bonne posture, c'est, on va dire, 4 choses. C'est être dans une qualité de présence, être à l'écoute des échos systémiques, être capable de produire un questionnement impertinent, qui sera éventuellement confrontant s'il y a besoin, pas systématiquement, et on va tâcher de voir comment incarner l'énergie cible. C'est assez particulier ce que je vous dis là, mais je vais m'en expliquer dans un instant. Que voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un escargot dans la coquille ou est-ce que vous êtes dans une façade, comme si on faisait un jeu? Toi, tu serais le coach et moi, je serais le client. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui est le coach. Bonjour, monsieur le client. Bonjour, madame la cliente. Non, on ne fait pas semblant. On n'est pas dans. Alors, évidemment, vous ne faites pas semblant quand vous pratiquez le coaching. Mais des fois, on ne se rend pas compte. On est dans une image de nous-mêmes. On est identifié à une posture professionnelle.
Exactement, comme ça vous viendrait peut-être pas à l'idée d'avoir des relations amicales avec avec la boulangère ou avec le boucher, parce que ce sont des commerçants et vous venez acheter du pain et un petit morceau de viande, vous venez pas faire ami-ami. Donc vous êtes dans votre rôle de client, même si vous êtes sympa et que vous plaisantez, vous êtes dans le rôle du client sympa qui plaisante. Mais vous n'êtes pas dans le rôle de la... Parce que ce n'est pas l'objet. Et c'est bien qu'il y ait des postures sociales dans la vie. Sauf que dans le coaching, bien sûr, vous allez rester le coach et vous n'allez pas devenir l'ami de la personne, mais vous allez avoir un tel niveau de profondeur dans l'écoute et du coup, un tel niveau de sincérité et d'intimité dans la relation qui va se tisser que vous devez à tout le moins être là, vous, et non pas projeté dans une fausse identité de surface, une identité de rôle, comme on dit, et comme si vous jouiez à la marchande quand vous étiez petit ou aux cow-boys et aux Indiens. Non, on ne joue pas. Alors certes, on peut dire la vie est un jeu, la vie est une danse, on prend les choses avec légèreté, je suis le premier à dire ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre ça très au sérieux. Pardon. Il faut prendre ça très au sérieux, sans se prendre au sérieux, mais il faut vraiment être très présent dans le coaching. Donc c'est cette idée de êtes-vous vraiment là dans la coquille ou est-ce qu'elle est à moitié vide tandis que vous êtes en train de jouer au coach, de faire le coach. Il faut être coach et non pas faire du coaching. Bon, alors, comment on fait pour se rendre vraiment disponible? Ben voilà, si vous êtes un coach qui a une grosse tête, ça ne marche pas. Il ne faut pas être en exil dans sa tête en train de réfléchir, d'utiliser des outils, j'ai déjà fait allusion, ou d'analyser ou chercher à comprendre. Il y a à être bien enraciné dans son corps. Vous êtes complètement ancré dans deux choses, la relation et les sensations corporelles. Ça, c'est l'enracinement, c'est la prise de terre et la prise de cœur qui permettent justement la puissance de ce que vous allez développer ensuite dans le coaching. Alors, quoi d'autre cet enracinement, ce n'est pas une question de posture de yoga. Vous savez, dans les arts martiaux, on travaille l'enracinement. Dans le yoga, on travaille l'équilibre. Bon, bah, ce n'est pas une question de ça. Ça ne se travaille pas sur le tapis ou au dojo, ça se travaille dans la vraie vie. Sachant que le dojo et le tapis, c'est la vraie vie aussi. Hein. Que je sache, c'est des vrais dojos, des vrais tapis, des vrais coussins. Mais quelque part, on est en train de faire un exercice. Tandis que là, quand on est en coaching, on ne fait pas un exercice. C'est un vrai coaching. La personne, elle veut vraiment qu'il y ait des effets tout de suite, pas quand vous aurez fini de faire vos gammes. Donc là, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. Donc il faut une grande finesse dans l'écoute, comme notre ami Karajan sans doute, parce qu'il y a plusieurs sortes de choses à écouter. Quand on est en position méta vis-à-vis du client, on écoute 4 sortes de choses. On écoute ce que dit le client, qui est le côté cercle bleu, là, la terre, c'est le contenu objectif, les faits, etc., le raisonnement. On écoute les émotions du client, c'est l'eau. Alors ensuite, je vois que le cercle de l'air est en vert, c'est une erreur, il devrait être en jaune. C'est un copier-coller qui a dérapé, ça. Parce que la symbolique des 4 éléments tels qu'on l'utilise, c'est la graduation des couleurs de l'arc-en-ciel. Du plus concret au plus subtil, la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc ça donne bleu, vert, jaune et rouge. Donc on écoute les émotions, on écoute comment pense le client, quel est son mode de raisonnement, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, autrement dit, quel est son cadre de référence, comme on dit dans le métier. Et puis, on va écouter dans le feu les échos systémiques, et ça, je m'en expliquerai dans un instant. En tout cas, sachez d'ores et déjà qu'il y a 4 niveaux d'écoute et non pas 3 dans un coaching systémique puissant. Il va falloir, pour offrir une écoute de niveau 4, il va falloir écouter à partir du centre, c'est ce que je vous disais, vous êtes très enraciné dans les sensations corporelles et en même temps complètement disponible par le ventre et par le cœur auprès de votre client. Et vous n'avez pas besoin d'écouter ce qu'il dit parce que vous l'entendez, c'est bien suffisant. Ça donne des fois une écoute un peu flottante parce qu'évidemment, vous allez non pas intellectualiser tout ça, vous allez le vivre d'une manière instinctive et intuitive parce que vous êtes super entraîné, parce que vous avez fait une formation qui vous a mis les points sur les i, parce que vous savez là où il faut bosser, parce que vous vous entraînez beaucoup comme des champions sportifs, comme des managers finalement qui managent toute la journée. Nous, on coach une fois de temps en temps. Comment voulez-vous qu'on soit des experts à ce compte-là? Il faut coacher tout le temps. Alors, vous me direz, c'est malin, coacher tout le temps, il faut beaucoup de clients. Oui, il faut beaucoup de clients. Et ben, il n'y a pas que les clients. Il y a d'abord l'être coach, c'est tout le temps. C'est pas forcément en face d'un client. Et qu'on est dans cette 4 niveaux d'écoute
Et dans cette qualité de présence et cette capacité comment dire, à repérer quels sont les phénomènes systémiques qui jouent entre moi et les événements, entre moi et l'autre, entre ce que l'autre me dit et ce que je suis en train de ressentir. Voilà, c'est cette écoute permanente pour laquelle il faut un entraînement olympique pour être un coach olympique. Alors, vous pouvez être un coach moyen, mais il faut un entraînement moyen. Et un entraînement moyen, c'est déjà beaucoup d'heures de training. Après ça, on devient un coach olympique avec le temps, à force de pratiquer. Tiens, j'ai oublié un truc là. Voilà. Pour pouvoir proposer une écoute décalée, il faut poser des questions puissantes. Donc, il faut avoir l'ouvre-boîte. Il faut avoir entraîné cette espèce d'esprit qui voit la faille et qui, au lieu de la pointer méchamment, va poser une question gentille, mais un peu impertinente, qui ouvre l'espace du client, l'espace problème, sur autre chose, une autre perspective. Il faut savoir confronter et pas se laisser mener pour ça. Donc, je vais maintenant, parce que le temps passe, il ne nous reste plus que 9 minutes, je vais vous dire un petit mot de l'énergie cible. On accompagne un client, un peu comme ces gens-là qui font du jogging. On va imaginer qu'il y en a un qui est coach sportif et puis l'autre sportif. Incarner l'énergie cible, c'est modéliser pour le client. Pour ça, je vous disais, il faut en avoir un échantillon sur soi du coaching. Il faut être capable de modéliser l'énergie que le client a besoin d'acquérir. Il est trop terre, trop méthodique et pas assez intuitif. Il est trop émotionnel et pas assez rationnel. Il est trop rationnel et pas assez sensible. Eh bien, pour que ce client trop rationnel devienne plus sensible, il faut que vous vous montriez vous-même sensible dans la relation à ce client en sein de la séance où il travaille sur comment devenir plus sensible. Si au contraire, il ou elle est hyper sensible, hyper émotive et qu'elle a besoin d'être plus rationnelle, factuelle, enracinée, vous allez être rationnel, factuel, enraciné pendant la séance avec ce client parce que c'est ça qu'il a besoin de vivre. Et l'énergie, comme un effet de vase communicant, ça se transmet par osmose. Donc, au-delà même des coacheries, des questions puissantes, des reformulations, des synthèses, se mettre dans la bonne énergie, c'est déjà faire du bien au client, c'est déjà l'amener à se rapprocher de la cible. Alors, vous me direz l'imposture dans tout ça. Alors, je vais vous donner des exemples d'imposture dans lesquels j'espère que vous ne vous reconnaîtrez pas, mais ça arrive parfois. On se lance dans le coaching et on n'est pas vraiment formé pour ça. On a fait une formation coaching individuelle dans laquelle il y avait un petit porte-clés de coaching d'équipe et nous voilà qui prenons des missions de coaching d'équipe parce qu'on a été manager quelques années. On se dit, bon, bah, ça, c'est à ma portée. C'est pas vrai. Une formation coaching d'équipe, c'est une formation d'au moins 12 jours spécialisée sur le coaching d'équipe avec les outils, les protocoles, etc. et la posture. C'est un exemple. Mais il y a aussi des gens qui se disent, moi, je suis psychologue, l'entretien, je connais, les questions, je connais, l'écoute, je connais. Allez hop, je me mets coach. Ou je suis psychothérapeute, allez hop, je me mets coach. Et bien, ça ne fait pas des bons coachs. Ça fait des psychologues ou des psys déguisés en coach. Mais ça fait... Le coaching, c'est un truc à part. C'est un métier spécifique, avec des méthodes et un point de vue spécifique, qui ressemble parfois à la psychothérapie, qui s'inspire souvent des techniques de communication issues de la PNL, de l'AT, de la Gestalt, etc., mais d'une manière très particulière, qui n'est pas celle de ces méthodes d'origine. Donc, il faut être formé. Deuxième exemple d'imposture, quand vous avez des coachs qui font dans leur communication des promesses à l'américaine. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai rien à en dire, moi. Hein. Quand vous n'êtes pas un vendeur d'élixir de miracle dans votre roulotte ou sur les marchés en train de faire le camelot pour dire, et avec ça, je vous vends une casserole, 2 casseroles, et non pas 2, mais 3, plus une éponge, plus une cuillère. Non, on ne fait pas ça. Même dans notre communication, il faut qu'on soit un peu sobre et un peu réaliste, malgré tout ce que les coachs en marketing digital peuvent nous raconter comme sornettes sur ce qui marche. Ce qui marche, c'est que leurs conseils les enrichissent eux. Mais je n'ai pas vu beaucoup de coachs qui pratiquent ces genres de trucs et qui réussissent beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est mon avis de vieux con sans doute. Quand on est centré sur l'argent qu'on va gagner plutôt que l'intérêt du client, et c'est assez subtil, ça peut venir vite sans qu'on se rende compte, quand on est centré sur notre image de marque, quand on est centré sur le challenge que ce client pose pour nous, le fait qu'on a envie d'être à la hauteur de ce client parce qu'il nous impressionne, et bien là, on n'est pas centré sur le client, on est centré sur notre ego, sur l'argent, sur ce que vous voulez, sur notre insécurité, et on est dans une forme d'imposture. Je donne 3 autres exemples, et puis on s'arrêtera là sur les exemples d'imposture.
vous avez tout un tas de croyances à propos du coaching, parce que vous avez été formé dans des écoles, des petites écoles à robots, où on vous dit le coaching c'est ça et c'est pas autre chose, etc. Il faut faire comme ça, il faut poser tant de questions, il y a telle méthode. Bon, moi je suis absolument contre ces trucs dogmatiques. Le coaching c'est une prestation qui libère, et pour former les coachs, il ne faut pas les enfermer. On ne forme pas des libérateurs en les enfermant. On coach, on forme des libérateurs en les libérant. Et donc le dogme, c'est l'inverse de la liberté. C'est pose pas de questions, petit con, fais ce que je te dis parce que moi je sais, toi tu sais pas. Quand tu seras grand, plus tard, on verra. Mais bon, ça pour moi, c'est l'envers du coaching. Et les formations que vous choisissez doivent être des formations où vous êtes libre et responsable, où on vous libère, et à commencer par l'humilité dont, dont doivent faire preuve les praticiens qui nous forment ou les superviseurs qui nous accompagnent. Voilà. Évidemment, il y a l'histoire de la déontologie. Un coach qui tape à côté dans la déontologie est un imposteur. Quelqu'un qui conduit en respectant pas le code de la route est un mauvais conducteur. Quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, c'est un imposteur. Et bien, quelqu'un qui conduit en respectant pas les règles de déontologie est un imposteur. Il faut retourner à l'école et apprendre les b.a.-ba. Il faut s'inscrire dans la SF Coach ou je sais pas où, à l'EMCC, et puis regarder le code de déontologie et bosser dessus. L'avez-vous lu, le code de déontologie? L'avez-vous travaillé plusieurs heures utilisez l'intelligence artificielle, demandez-lui de vous poser des cols en vous proposant donne-moi 20 cas de déontologie un peu limite et interroge-moi sur la bonne posture et les bonnes pratiques. Alors ensuite, vous répondez et dit évalue à l'aune, comme si tu étais mon superviseur, évalue si j'ai bien répondu ou si je suis et explique-moi en quoi je suis à côté de la plaque si c'est le cas. Là, ça va vous être utile. Hein. Je vous assure que si ce soir, là, cet après-midi, vous passez 2 heures avec votre ami le chat pour questionner votre déontologie, ça nous en apprend toujours. Voilà. Et puis alors évidemment, dès qu'on est dans la séduction, pas forcément la séduction pour coucher ensemble, hein, mais la séduction pour être agréable, pour plaire, pour faire plaisir, pour être bien aimé de notre client, ou bah, ça n'a rien à faire avec le coaching, ça. Alors on fait ce qu'on peut, hein, puis socialement, il y a une petite dose qui est admise, et qui est même plus qu'admise, elle est nécessaire. Il faut tendre la main et faire un sourire quand on dit bonjour. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la séduction? Je ne crois pas. Ce sont des règles sociales, et si on les outrepasse, on va être nous-mêmes jugés et rejetés. Donc il faut faire le minimum. Mais après ça, on n'est pas là pour plaire. Et évidemment, on n'est pas là pour manipuler, pour influencer notre client d'une quelconque manière. Alors, le manipuler au sens de l'ostéopathe qui manipule les vertèbres aussi, c'est ce qu'on demande à un ostéopathe et c'est ce qu'on demande à un coach dans une certaine mesure. Mais pas manipuler dans le sens, j'ai une intention affichée et une intention cachée qui sont différentes. Nous n'avons pas d'intention cachée. Et si on en a, il faut aller travailler sur soi en psychothérapie ou en supervision pour s'assurer de proposer un coaching propre, sans jugement, sans manipulation et sans minauderie qui n'ont rien à faire dans le coaching. Il n'y a pas besoin de séduire, de prendre des voix de petites filles ou des grosses voix de gros monsieur. Il n'y a pas besoin d'impressionner nos clients. Ce n'est pas nous qu'ils doivent regarder, c'est eux-mêmes qu'ils doivent regarder. Et nous, on est une petite souris qui tend le miroir discrètement en position méta. Il faut assumer ça. Si on n'assume pas ça, il faut être star. Il faut aller sur la scène de Bercy et prendre les projecteurs et puis chanter ou raconter des blagues. Ou faire le coach motivationnel, si vous voulez, qui n'a rien d'un coach, c'est un speaker. Mais si vous voulez faire du coaching, il faut rester dans l'ombre de la relation de coaching. Alors j'en ai quasiment fini, les amis, il me reste 1 minute, je vais passer, déjà j'allais vite, je vais aller encore plus vite. Se perfectionner à la posture de coach, pour ça il faut affûter votre lame en permanence, chaque jour et dès que possible. Il faut travailler les 2 dimensions du coaching, et l'individuel et l'équipe, parce que la vraie grande école du coaching, c'est celle du coaching systémique. Et pour s'entraîner au coaching systémique, même individuel, il faut bosser avec les équipes. On vous propose de développer une perspective systémique systématiquement. Vous serez beaucoup plus puissant dans votre coaching individuel comme ça. Et pour ça, il faut un maximum de training. Avec, si possible, alors là, je vais vous vendre un peu ma sauce, des débriefs qui soient fins, où on regarde en profondeur ce qui se joue pour chacun, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité et aucun dogmatisme.
pour qu'on regarde ensemble comment l'esprit du coaching s'incarne dans votre posture ou pas. Et comment vous pourriez faire pour être davantage dans votre propre axe, avec vos croyances et votre style. Voilà, c'est ça le training qu'il faut faire à haute dose. Alors, j'en terminerai en disant qu'il vous faut travailler sur des cas pratiques, qu'il vous faut une école, une équipe alors je vous parle de nous là, je vous parle de l'école énergie, bien évidemment, ça ne vous aura pas trompé. La photo, c'est n'importe qui. En revanche, les formateurs de l'école énergie, mais pas que, hein, il faut que vous choisissiez des écoles où les formateurs sont des vrais coachs et pas des universitaires ou des intellos de service. Ce pas des gens qui forcément écrit des bouquins sur le coaching. Ceux-là, on peut dire qu'ils écrivent bien, si c'est bien écrit. Mais il faut des gens qui pratiquent le coaching beaucoup, depuis de nombreuses années, et qui le pratiquent avec passion, et qu'en ont un échantillon sur eux, et qui ne vous racontent pas le dogme du coaching. Parce que dans le coaching, il n'y a pas de dogme. Le coaching, c'est pour libérer les gens, c'est pas pour les enfermer dans un dogme, encore une fois. Voilà. Ensuite, il faut que vous puissiez vivre dans la formation des expériences de groupe qui soient modélisantes, surtout si c'est une formation coaching d'équipe. Mais même si c'est du coaching individuel, il devrait y avoir une super ambiance. Il devrait y avoir beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'impertinence et de confrontation dans les relations entre les collègues de la promo, parce que les profs font déjà ça dans leur pratique, avec vous. Et parce qu'ils modélisent ça. Voilà. Écoutez, je crois que j'en ai fini. Il me reste un petit slide. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, de la bonne humeur et de l'application, on vient de le dire. Et puis un dernier qui vous dit Akabi Akaba, voilà ce qu'on s'est dit. On s'est parlé de l'impératif d'une position juste, une clé importante pour être crédible et bien aligné. Et puis, surtout, retenez surtout ça, comment notre merveilleuse formation au perfectionnement va vous aider fabuleusement à devenir les meilleurs coachs du monde. Bon, allez, je plaisante, les amis. Je vous embrasse. Hein, il est 12h17, donc je vous ai volé 2 minutes sur votre précieux temps. Je vois que des gens ont écrit dans le chat. Je vous en remercie. Je vous remercie de vos remerciements. Et ben voilà, passez une bonne journée, une bonne semaine, et puis on se retrouve à un de ces quatre dans une autre vie, un autre webinaire, masterclass. Salut, amusez-vous bien. Alors, si vous voulez prendre rendez-vous, alors je ne vous l'ai pas dit, mais il faut que je le fasse. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou avec mes collègues pour parler supervision, formation, participation au Club Énergie, vous cliquez ici. Dans le bandeau vert, vous avez un truc rouge là-haut, vous cliquez, vous prenez un rendez-vous. Tiens, il y en a 2 à qui je ne l'avais pas dit qui se sont dit, bah oui, c'est l'occasion de le faire, bravo, vous avez bien raison. Donc, on se retrouve dans quelques jours au téléphone. 3, attention, ça monte, 3, 4, 5. Vous êtes maintenant 6, 7. Non, vous êtes toujours que 3. Allez, je vais arrêter parce que j'ai pas que ça à faire moi non plus. Je vous embrasse, salut.